Bienvenue aux Attachés de presse, votre émission hebdomadaire de politique sur les ondes de CFAC 88.3. On s'entretient maintenant avec Mme Zoé Saint-Amand, candidate du Parti conservateur du Québec dans Sherbrooke. Mme Saint-Amand, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité, ça me fait plaisir. Oui, tout d'abord, c'est votre première campagne électorale. Qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer en politique? Dans le fond, j'ai envie de répondre spontanément à un profond besoin d'agir à la suite de la situation qu'on vient de vivre dans les 2 dernières années. Mais au-delà de ça, j'ai toujours été intéressée à l'actualité. Ça fait longtemps que je suis la politique, autant provinciale, nationale, internationale également. Je crois que c'est un peu notre devoir citoyen de le faire, de suivre l'actualité et puis de qu'est-ce qui est pris en décision par nos partis politiques. Donc, durant la campagne, il nous arrive avec beaucoup de promesses et beaucoup de solutions aux problèmes. Et puis, un coup que la campagne est terminée, je suis consciente que tout le monde fait de son mieux et puis qu'on peut rencontrer des difficultés à la suite de ces promesses-là pour les mettre en œuvre. Mais dans les dernières années, c'est ça, j'ai remarqué une petite dérive là, au niveau de la démocratie. Et puis, en étant toujours... en ayant été une personne toujours intéressée par l'actualité et la politique, alors j'ai décidé de tenter le saut et puis de donner mon nom pour une candidature. OK. Et pourquoi au Parti conservateur exactement? C'est le parti qui me rejoint le plus au niveau de mes valeurs et je trouve aussi que les propositions qui sont données dans notre programme sont vraiment bonne au niveau de l'amélioration des perspectives du Québec là, pour l'avenir. J'aime les idées, j'aime justement aussi les valeurs. C'est vraiment la première chose qui m'a interpellée. Et puis, on va se le dire, notre chef, M. Éric Duhem, a été une voix pour une partie de la population qui a été, je vais utiliser le mot ignoré, mais c'est peut-être un peu plus que ça, durant la période pandémique. Dans votre discours d'investiture, vous parliez de liberté académique. Vous êtes étudiante à la maîtrise. En tant qu'étudiante, est-ce que vous sentez que vous avez besoin de vous autocensurer ou que les professeurs s'autocensurent à l'Université de Sherbrooke? Moi, personnellement, je ne l'ai pas vécu. Mais si ça se passe dans d'autres universités, est-ce qu'on peut se poser des questions qu'un jour ou l'autre, une personne ici à l'Université de Sherbrooke pourrait vivre une telle situation? Mais je dois dire également que ma maîtrise, je l'ai faite de type court, alors je n'ai pas eu à faire la recherche pour faire un mémoire. Donc, j'ai probablement été moins confrontée à cette situation-là. Et puis, voilà, non, à Sherbrooke, je suis vraiment... j'ai toujours été satisfaite de notre université et puis de ce qu'on voit se faire ici. Mais je pense que c'est important que cet enjeu-là soit relevé, notamment au niveau de la population québécoise, parce que ce qui est arrivé, là, notamment dans mon discours d'investiture, je faisais référence à la situation avec M. Patrick Provost, un professeur qui s'est basé sur les chiffres provenant de l'INSPQ et des données gouvernementales pour produire un article. Et puis par la suite, il y a eu une sanction qui a été extraordinaire, soit 2 mois de congé sans solde. Moi, en tant que citoyenne du Québec et en tant qu'étudiante, j'ai été très interpellée, touchée par cette situation-là. Et je dois dire, premièrement, ça n'aurait pas dû arriver. Et deuxièmement, on doit s'assurer que ça ne se reproduise pas nulle part ailleurs. J'ai également rencontré un étudiant international cet été. Et puis lui, il me parlait justement des enjeux au niveau là, de la recherche, où est-ce que des fois, on sent qu'on doit répondre à ou qu'il y a une direction qui est donnée pour un travail. Et puis, considérant qu'il y a des bourses qui sont rattachées à ça, on peut facilement se retrouver dans une situation qui vient un peu entrer en conflit là, avec soi ou avec les demandes qu'on doit produire pour pouvoir conserver cette source de revenus-là. Alors, je crois que ça vaut la peine, là, justement, qu'on se penche à cette situation-là. Pensez-vous que la liberté académique est en danger, comme dans les dernières années? Ou... Je vais dire que pour l'instant, j'ai envie de dire, je ne veux pas répondre par un oui ou par un non, mais je vais plutôt répondre par vous, les étudiants, est-ce que vous sentez que la liberté académique est mise en danger? J'aimerais entendre les gens à ce sujet-là.
Est-ce que c'est un sujet qu'on a vraiment, qu'on s'est penché dessus dans les dernières années? Souvent, ça l'a pas vraiment ressorti. Je crois que c'est plus vraiment la situation de M. Patrick Provost qui a mis à la lumière cet enjeu-là. Donc, d'aller sonder le terrain et puis voir exactement qu'est-ce qu'il y en est. Comme je vous ai dit, moi, personnellement, j'ai pas eu affaire à faire des demandes pour des recherches, des bourses de recherche. Alors, il manquerait d'informations, mais je serais curieuse d'entendre les étudiants là, à ce sujet-là. Une autre chose que vous disiez dans votre discours d'investiture, c'est que l'État doit être au service des Québécois et Québécoises et non l'inverse. Qu'est-ce que vous attendiez par là? Tout d'abord, j'ai envie de ramener un peu le principe d'une entreprise. Lorsqu'on est employé, que c'est notre patron qui nous paie, on fait ce que notre patron nous demande. Présentement, les patrons du gouvernement, c'est les citoyens et les citoyennes. C'est nous qui payons leur salaire à même nos taxes et nos impôts. Toutefois, quand est-ce qu'on se sent entendu par la classe politique? Moi, ça m'est jamais arrivé de me sentir interpellée. Pourtant, je suis quand même à l'affût de l'actualité. J'ai également envie de rajouter que les solutions à des problèmes complexes ou qui touchent particulièrement à une circonscription, une région, les meilleures personnes pour donner les solutions à ces situations-là, c'est les gens qui sont impliqués directement. Et puis souvent, par l'inverse, ce que je veux dire, c'est que maintenant, c'est comme le gouvernement semble donner des programmes ou des solutions, des subventions, mais que les gens, ils doivent répondre à des critères pour pouvoir avoir accès à ça, pour pouvoir mettre en place la solution qui vient du gouvernement. Mais si la solution que l'acteur sur le terrain voit n'est pas exactement la celle du gouvernement, il n'y aura pas accès à cette subvention-là. Donc, la meilleure solution n'est pas directement implantée. On doit tout le temps attendre après que le gouvernement nous donne les outils pour pouvoir le faire parce que c'est eux qui vont donner les fonds, les sources monétaires pour pouvoir les mettre en action. Maintenant, on va discuter un peu plus de la plateforme du Parti conservateur en tant que tel. Là, le Parti conservateur veut réduire la taille de l'État. De quelle manière on veut réduire la taille de l'État? Je sais qu'on parle beaucoup de privatisation du système de santé, là, entre autres, mais de quelle manière on veut réduire la taille de l'État? Mm-hmm. D'abord, c'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts ou qui se fait rapidement. Là. C'est un plan qui doit être étalé sur un probablement court, moyen, long terme. Je tiens aussi à amener que durant la gouvernance Legault, M. Legault avait mis en promesse qu'il réduirait la taille de l'État. Toutefois, ce qu'on a vu, c'est une augmentation de quelques milliers de fonctionnaires de plus qui sont ajoutés à la fonction publique. Alors, j'ai envie de dire, pour pouvoir réduire la taille de l'État, eh bien, l'un des moyens qui va servir le Parti conservateur, c'est qu'on prône beaucoup la décentralisation et puis d'enlever de la bureaucratie. Alors, si on a les pouvoirs sont plus centralisés vers les régions, on a besoin de moins d'intermédiaires pour se rendre à la salle, à l'Assemblée nationale et puis amener ces idées-là pour partir d'un ministère vers un autre et puis faire la chaîne vers le haut. Alors, en enlevant justement, en réinversant un peu la tendance, eh bien, on a besoin de moins d'intermédiaires, ce qui fait en sorte qu'il va nous aider à réduire la taille de l'État. Aussi, en enlevant de la bureaucratie, on a besoin de moins fonctionnaires pour pouvoir revoir aussi tous ces formulaires-là, prendre des décisions, les amener à leurs supérieurs. Ça peut être une autre façon aussi de le faire. Donc, c'est vraiment un programme qui s'en va dans un tout et puis qui, à la fin, en utilisant quelques petites mesures ici et là. Puis, je tiens à dire qu'on ne veut pas dire aux gens qu'on veut enlever des emplois là, à des personnes, ni mettre de l'austérité comme qu'on l'a vu avec le gouvernement Couillard. C'est vraiment pas ça. Et puis, mais il y a peut-être une mesure qui a été faite dans ce temps-là qui pourrait servir encore. Par exemple, si une personne part à la retraite et puis qu'on voit qu'il n'y a pas autant de besoin de support pour la remplacer, bien peut-être qu'on peut couper un de ces postes-là. Et puis aussi, avec le télétravail, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de fonctionnaires qui travaillent maintenant de la maison. Ceci, ça diminue aussi certains besoins au niveau des bureaux. Et aussi, j'ai parlé justement avec une personne qui travaille dans un ministère qui est en lien avec l'informatique et puis qui disent on a moins de demandes parce que justement, les gens travaillent de la maison. Alors, peut-être aussi revoir là, les impacts de cette nouvelle réalité-là du travail et puis comment on peut utiliser cette situation-là pour minimiser la taille de l'État. Est-ce que la réduction de la taille de l'État veut nécessairement dire aussi réduction des services publics que le gouvernement va faire? Absolument pas. Vraiment pas.
de pouvoir faire en sorte que les gens puissent avoir accès aux services, ça demeure numéro 1. Même que dans nos visions, ces services-là qui sont déjà offerts par l'État, on veut les conserver, on veut les bonifier, mais aussi on voudrait ouvrir la porte à faire en sorte que ces services-là puissent être donnés par les gens qui sont directement sur le terrain. Alors, je pense à des... excusez-moi, je vais juste m'assurer de bien faire ma phrase, mais je pense par exemple à l'État présentement qui s'occupe beaucoup des logements. Mais si qu'on enlève un peu de l'État à ce niveau-là et puis qu'on remet le pouvoir et puis les décisions dans les mains des bâtisseurs, alors on espère qu'en faisant, parce que justement les gens qui bâtissent et puis qui sont justement dans le domaine de la construction et dans l'élaboration des logements vont probablement pouvoir donner des meilleurs services parce qu'ils sont directement sur le terrain. Alors, présentement, on attend beaucoup sur des listes d'attente là, pour avoir accès à des logements. Eh bien, redonnons l'expertise dans les mains qui sont directement là et puis des gens qui peuvent directement agir et puis s'assurer que les gens aient accès à des logements beaucoup plus rapidement là, que d'attendre après le gouvernement. Donc, j'espère que ce faisant, on va même pouvoir améliorer l'accès à des services. Est-ce que privatiser des sociétés d'État pourrait faire partie de la réduction de la taille de l'État? Par privatisation des services, est-ce que vous voulez dire surtout le système de santé qui est une de nos grosses mesures qu'on veut amener? Ben, ça peut être société d'État, ça englobe aussi tout ce qui a rapport avec la SAQ, Hydro-Québec. C'est ça que je veux dire par société d'État. Là. C'est en fait des entreprises qui appartiennent au gouvernement. Là. OK. Donc, pour l'instant, le programme n'amène pas des spécificités à quelle société d'État. Alors, à votre question, je vais répondre que je n'ai pas la réponse comme telle en ce moment-ci. Le parti sort avec des nouveaux communiqués ou autres, mais pour l'instant, je ne crois pas que ça soit dans notre vision d'avenir. Mais oui, privatiser, entre autres, notamment le système de santé, qui est qu'une instance de l'État là, pour l'instant. En parlant de société d'État, justement, est-ce qu'il y aurait comme projet, par exemple, de mettre fin au monopole de la SAQ dans la plateforme du Parti conservateur? Oui, on a reçu un communiqué justement à cet effet-là. Et puis, veuillez excuser, là, je ne me rappelle pas exactement au complet ce que le communiqué indiquait, mais c'est toujours disponible sur notre site web du Parti conservateur. Et puis, en effet, c'est même un peu un gros bon sens de vouloir mettre fin au monopole de l'État à une société comme la SAQ. Pourquoi aller entraver les producteurs québécois, les PME, les gens qui veulent se lancer dans ce milieu-là? Puis j'avais même lu un article, c'était par rapport aux microbrasseurs qui souvent, ils voyaient qu'ils étaient pour avoir une hausse de leurs produits. Je pense que c'est une nouvelle taxe qui était pour être amenée, donc ça leur coûtait plus cher aux producteurs québécois de mettre leurs produits sur une tablette de la SAQ qu'un producteur qui vient d'ailleurs, comme de France ou d'Italie. Pour moi, cette situation-là est carrément inacceptable. Et puis, au Québec, ici même, à Sherbrooke, on a le Ciboire, qui sont des microbrasseurs de qualité. Donc, faisons la promotion de leurs produits, donnons-leur la place, donnons-leur l'espace, donnons-leur la capacité de le faire, ouvrons les lois pour qu'ils puissent s'afficher plus facilement, plus librement. Juste une petite question, Phil. Comment vous placez-vous dans une situation où est-ce que vous représentez le Parti conservateur du Québec et qui, justement, amène des idées de privatisation, par exemple, des sociétés ou seulement limiter l'influence et le monopole des sociétés comme la SAQ, même des systèmes de santé qui, veut pas, fait l'objet d'un héritage fort ici au Québec. C'est quasiment notre identité. Nos services publics au Québec, ça s'est construit avec le temps et pour beaucoup de Québécois, Québécoises, c'est une question de fierté. Comment vous vous positionnez là-dessus vous arrivez avec les gens et vous dites, nous, on tasse ça de là et on recommence d'une autre façon notre système qu'on a construit de Québec. Je ne sais pas si je suis clair dans ma question, mais c'est quand même un champ gauche de la part d'un parti de réaliser ce genre de politique, puisque justement, on est une société de gauche ici au Québec, puis nos systèmes publics, c'est important pour nous. Oui, eh bien, en effet, le but, c'est pas de sabrer dans tout ce qui a été fait et tout ce qui fait la fierté d'être québécois. Même que
notre vision, c'est de ramener de la fierté, de ramener du pouvoir au Québec. Et puis, j'ai envie de dire, tu sais, pour les services qu'on offre, malheureusement, et puis moi, c'est aussi des raisons que je prends pour le Parti conservateur, c'est que la plupart de ces services-là, la plupart de ces programmes-là, c'est plus un accès direct aux services ou aux programmes. Je pense simplement au CPE. C'est un accès à une liste d'attente. On a plein de services et puis on n'arrive pas à livrer la marchandise. Il y a peut-être un peu trop de présence de l'État, un peu trop de bureaucratie. Et puis, ma vision du Québec, c'est que ce qui est vraiment notre fleuron, c'est les PME. Et puis, les PME, on oublie les multinationales, là. C'est pas de ça qu'on parle. On parle des entreprises qui sont dirigées directement par des Québécois, des Québécoises, des travailleurs autonomes qui donnent énormément de temps pour monter une entreprise et puis qui, là, on a vu dans les 2 dernières années, ont subi un sort vraiment triste là, à travers la pandémie parce que souvent, ces PME-là, qui sont aussi notre moteur économique, se sont fait fermer puis qui sont présentement là, en difficulté financière. Moi, en tant que citoyenne, je crois qu'on devrait vraiment... là, j'ai le mot « applaudir », là, excusez-moi, mais c'est pas ça du tout, mais on devrait vraiment aider ces PME-là à pouvoir justement grossir, fleurir, avoir une plus grande place. Ça fait partie de beaucoup d'employeurs sur le territoire et puis c'est au monde, ça permet aussi de fleurir, hein, par exemple. Est-ce qu'on peut sortir des nouvelles technologies, sortir des nouveaux produits? Les produits de l'érable, c'est les acériculteurs qui les produisent, c'est pas l'État. Pourtant, ça fait une de nos renommées mondiales et puis on est reconnu pour ça. Alors, je crois que les gens devraient être beaucoup plus valoriser, les PME aussi, puis les travailleurs autonomes. On devrait leur laisser une plus belle place parce que j'ai l'impression des fois quand on parle de grosses entreprises ou du privé, on associe facilement avec ces grosses-là multinationales là, qui viennent ici et puis qui s'accaparent là, d'un secteur. Mais il faut aussi tenir en compte là, que souvent dans le privé, ce n'est pas ces grosses entreprises-là qui ne font qu'un petit pourcentage d'employeurs. C'est surtout les PME de moins de 500 employés, les travailleurs autonomes encore. Oui. Un autre élément de la plateforme du Parti conservateur, c'est le développement des hydrocarbures. Mm-hmm. En temps d'urgence climatique, comme par exemple déclaré par le dernier rapport du GIEC, est-ce que c'est un peu comme irresponsable de vouloir développer les hydrocarbures alors qu'il n'y a pas vraiment de cible de réduction de GES dans le programme du Parti conservateur? J'ai envie de commencer d'abord par dire, lorsque moi-même j'ai vu cette mesure-là, j'ai eu un certain recul parce que la réflexion que vous venez de dire, moi aussi je l'ai, puis je me sens vraiment concernée par l'environnement et je crois que tous et toutes, on doit faire des efforts, les pays aussi, on doit faire des efforts pour les provinces aussi, pour pouvoir contribuer au mieux-être là, de l'environnement. Par contre, en ce moment même, cet hiver, en Europe, il y a 3 usines de charbon qui vont devoir reprendre la fonction pour pouvoir réchauffer les gens de leur peuple. Si qu'ici au Québec, on exploiterait nos hydrocarbures, on aurait pu éviter ça. Tu sais, l'environnement, là, on est beaucoup dans la mondialisation, on a beaucoup d'échanges avec les autres pays. Alors, à un certain point, je crois que cette question-là doit être aussi vue d'une façon mondiale et globale. Donc, est-ce que le Québec aurait pu aider d'autres pays à réduire, eux, leurs émissions de GES? On aurait pu. Puis, cette GNL Québec, c'était une promesse qui avait été faite au début, là, durant la campagne électorale de la CAQ. C'est donc pas une idée si farfelue que ça. Par contre, j'ai envie de dire que je crois quand même qu'on peut faire mieux. Nous, ici, à l'Université de Sherbrooke, sur notre campus, on a une faculté de génie, une faculté de sciences, une faculté d'environnement. Et puis, ça vient avec un peu notre ligne de parti où est-ce qu'on veut redonner le pouvoir aux gens d'agir et puis de trouver des vraies solutions. Est-ce qu'on pourrait utiliser le génie qu'on a ici même sur le campus pour trouver des meilleures alternatives et puis d'avoir la chance de les mettre en œuvre? Est-ce qu'on peut se sortir un peu de ce cycle-là? Si oui, il faut le faire quand même intelligemment et puis un pas à la fois. On s'entend là, que les hydrocarbures, ça touche à tout. Hein? Puis dans
dans un monde où est-ce qu'on dépend beaucoup des autres pays pour recevoir même notre nourriture, notre matière première, ça prend des gros bateaux pour les faire exporter ou importer tout ça. Il y a les avions, la tondeuse, les souffleuses, même les déneigeuses l'hiver. Donc, malheureusement, le pétrole, et puis il y a plusieurs produits dérivés du pétrole aussi. Hein. C'est pas juste l'essence qu'on met directement là, dans notre voiture. Ce produit-là, matière première, là, elle se décante là, en plusieurs produits qu'on utilise couramment. J'ai même envie de dire qu'on en ingère. Hein. Je fais juste penser aux gélules là, qui attrapent des médicaments ou des comprimés. C'est fait à une base de pétrole. Alors, on en a besoin. Et puis, il faut trouver une façon de, justement, mais d'arriver là, du jour au lendemain et de vouloir tout cesser la consommation. Il faut qu'on ait un plan là, pour la suite, là, pour voir comment on va pouvoir continuer à fonctionner en société. Alors, c'est ça que j'avais à dire à ce sujet-là. J'ai envie d'envoyer le défi ou d'ouvrir même, ici même sur le campus, trouvons une façon, une vraie solution là, qui va pouvoir faire en sorte que le Québec puisse ressortir économiquement plus fort de l'implantation de ces mesures-là et puis qu'on puisse aider vraiment tous les gens autour de la planète. Alors, voilà, je crois qu'on peut y arriver. Mais des fois, si vous me permettez, il y a du lobbyisme là-dedans aussi. C'est une question vraiment complexe. Il y a des emplois de plusieurs personnes. Il y a des camionneurs, comme je vous ai dit. Il y a des bateaux, des avions. C'est gros, là, cette question-là. Là. C'est pas juste une situation à un facteur. Et puis, pour le bien-être de tous, je pense qu'on doit avoir des solutions plus qui pourraient mieux aider les gens. Alors là, je m'enfarge un peu dans mes mots, alors on peut passer. En conclusion, je vais discuter d'un thème qui est dans votre plateforme, mais qui est peu abordé, qui est peu mis de l'avant, celui de la langue française. Qu'est-ce que le Parti conservateur propose pour, en fait, l'immigration, la langue française et tout ce qui entoure cette question-là, qui est quand même beaucoup politisée par certains partis politiques? Mm-hmm. La langue française, c'est vraiment la base de notre identité et de notre culture québécoise. Donc oui, absolument, c'est quelque chose qu'il faut protéger, qu'il faut valoriser et puis qu'il faut s'assurer de conserver. Alors, ce que notre parti propose, eh bien, je pense que vous avez tous vu là, lorsque notre chef s'est soulevé contre la loi 96, c'est ce qu'on veut dire aux gens, c'est oui, on protège notre français, mais on n'a pas besoin d'aller mettre des lois qui vont nuire à d'autres gens de la population qui parlent une autre langue. Celle-ci visait beaucoup, je crois que les Anglais, et puis ça a causé beaucoup d'inquiétude là, à cette population-là. Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire ça? Je crois pas. Pour ce qui est au niveau de l'immigration, nous, ce qu'on propose, et puis c'est aussi en lien avec la conservation de la langue française, c'est qu'on reçoit plusieurs personnes issues de l'immigration et puis on se rend compte que le processus de francisation est long, fastidieux et difficile et souvent, même après 5 ans, certaines de ces personnes-là n'arrivent pas à être francisées suffisamment pour pouvoir devenir un acteur actif sur le marché du travail et puis s'introduire là, dans notre société. Souvent, ces gens-là, ils vont quitter le Québec. Alors, qu'on aimerait faire, ça serait de rapatrier les pouvoirs du fédéral pour les ramener ici au Québec et puis pouvoir faire une immigration en fonction de certains critères. L'un de ces critères-là, ça pourrait être la connaissance de la langue française au préalable avant de venir ici directement au Québec. Je crois que ça peut être une autre mesure parce qu'on je ne veux pas dire on dépend, mais on voit beaucoup là, l'immigration comme une réponse à la main-d'œuvre ou à notre problématique au niveau du manque de main-d'œuvre. Mais ça prend un certain temps. Puis, pourquoi pas valoriser l'immigration des gens qui parlent directement le français, pour faire en sorte qu'ils puissent nous aider directement à leur arrivée et puis faciliter aussi l'insertion là, dans notre milieu. Puis également, pour ces gens-là qui vont venir, ça va être plus facile pour eux. Il ne faut pas juste penser à nous, il faut aussi penser à ces personnes-là qui arrivent d'un autre pays, d'une autre culture, et puis c'est tout nouveau pour eux. Ils ont perdu leur repère, ils ont moins de contacts, ils ont moins de liens, ils doivent apprendre une nouvelle langue, se retrouvent en situation de précarité financière,
c'est moins facile pour eux aussi de s'insérer sur le marché du travail. Alors, je crois qu'on peut aider également les gens à être mieux, puis à s'insérer plus facilement en faisant des choix plus judicieux au niveau de notre immigration, puis en se rapatriant justement ces pouvoirs-là. Madame Saint-Amand, merci infiniment pour votre temps. Puis pour la suite de la campagne, on vous souhaite la meilleure des chances en vue du jour J du 3 octobre. Merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était un plaisir d'être ici dans vos magnifiques studios. Vraiment, là, c'est super. Merci beaucoup. Chers auditeurs auditrices, nous sommes en courte pause et au retour, on continue encore une fois avec notre blitz d'entrevue avec les candidats de la région de Sherbrooke. C'était les attachés de presse sur les ondes de CFAC 88.3. Ça part ici.